Moi, je suis directeur adjoint de l'aire marine protégée de la côte agatoise, qui est un territoire dans le sud, au niveau d'Agde, qui est une aire marine protégée, dans lequel on a hérité de récifs artificiels. Donc, on a fait pas mal de suivi scientifique. Je vais vous présenter quelques résultats. Et on a également implanté des nouveaux types de récifs artificiels ces dernières années. Mais c'est intéressant d'avoir aussi le contexte et l'historique des récifs artificiels en Méditerranée et notamment dans le golfe du Lion, hein, donc sur la carte, donc une zone qui s'étend de Marseille jusqu'à la frontière espagnole. C'est un large plateau continental avec beaucoup d'apports côtiers là-dessus, très peu de zones rocheuses, hein, vous avez c'est les petits points noirs, les petites zones noires sur cette zone-là, donc on voit qu'il y a une grande dominance de substrats meubles. Et puis, dans les années 60, avec la mission Racine, hein, notamment, c'est-à-dire toute la partie touristique de ce littoral, on a eu des pressions, et liées à ces pressions-là, et pas qu'à ces pressions-là, il a été constaté notamment un déclin au niveau de la pêche professionnelle, beaucoup de conflits d'usage entre les petits métiers, donc les pêcheurs qui travaillent à la côte, et les pêcheurs un petit peu plus au large, qui rentraient un peu à terre, hein, qui utilisaient des arts traînants, et des conflits entre la pêche professionnelle et la pêche de loisirs, qui a été un des moteurs, en tout cas, de contexte pour immerger des récifs artificiels dans le golfe du Lion. Alors les premières immersions, Sylvain en a parlé, ont commencé dans les années 60, et ensuite, les gros projets ont commencé à partir des années 80, où là, on était sur des projets de plus grande envergure, hein, avec pas mal de types de récifs, dont je vous présenterai après. Dans les années 90, on a eu une nouvelle phase, hein, d'immersion de récifs artificiels. Et dans les années 2000, de plus petits projets, en tout cas, ont vu le jour, mais il y a eu quand même des récifs artificiels qui ont été immergés. Donc on voit que dans le golfe du Lion, finalement, on a une quarantaine d'années comme ça, voire plus, d'immersion de récifs artificiels. Voilà, je reviens un peu en arrière. Hop. Donc en fait, les récifs ont été implantés dans le golfe du Lion, et du golfe de Bauduc jusqu'à la frontière espagnole. On a comme ça plusieurs sites, hein. Il y a à peu près 32 840 mètres cubes de récifs artificiels dans différentes concessions, dans des fonds assez peu profonds, entre moins 10 et 35 mètres de fond, mais plutôt bien répartis le long de la côte, à proximité ou pas d'habitats rocheux, et en fonction des sites et de l'engagement, notamment au niveau local, des prud'hommes, des pêcheurs, hein, qui ont en tout cas été moteurs et ont motivé en tout cas l'implantation de ces récifs artificiels. Donc dans les années 60, ça a été ce qu'a présenté Sylvain, des carcasses, hein, de voitures, de trains qui ont été immergées. Ça a été les premiers types de récifs, hein, pour voir un petit peu ce que ça donnait, suite à ce qu'on avait en retour plutôt des États-Unis ou du Japon. Dans les années 80, on a été sur des récifs de production, et là on est parti sur des formes d'ailleurs un peu assez japonaises, avec des grands volumes, des grandes structures, mais assez vides finalement, hein, quand on regarde les structures, assez creuses à l'intérieur. Mais il y a eu comme ça 5 programmes d'immersion qui ont été faits. Et ensuite, dans les années 90, liés au chalutage illégal dans la bande des 3000, les pêcheurs petits métiers ont demandé la mise en place de récifs artificiels pour lutter contre le chalutage en mettant des récifs de protection. Là, l'idée, c'était je protège pour limiter les arts traînants dans la bande des 3000 et redonner des sites de pêche pour les pêcheurs petits métiers. Et là, ont été principalement immergés des buses, hein, comme ça, des pipes, qui sont des pipes qu'on utilise dans le BTP, hein, pour faire l'écoulement, tout simplement. C'était des modules qu'on connaissait, qu'on avait. Et ensuite, dans les années 2000, voilà, il y a eu, on est reparti un peu sur la production. On a gardé un peu de protection quand même, hein, donc comme quoi les premières immersions dans les années 90 n'avaient pas fait complètement cesser le chalutage, mais dans les années 2000, on a mixé un peu les deux sur la protection et la production. Voilà. Alors un petit exemple sur Agde, donc sur le territoire sur lequel moi je suis gestionnaire de cet espace-là. Donc on voit, il y a eu différents types de programmes dans les années 85. On a une zone ici dans les années 95, dans les années 92 et 96 de l'autre côté du site, et dans les années 2009. Donc on voit, il y a quand même pas mal de concessions, hein.
On a à peu près 200 modules de récifs artificiels immergés sur ce territoire-là, donc ce qui est quand même plutôt important. On a beaucoup d'activités de pêche chez nous aussi. Il y a plus d'une trentaine de pêcheurs petits métiers qui travaillent dans ce secteur-là. Donc voilà, on a pu suivre en fait tous ces récifs artificiels. Et ce qui était intéressant, c'était de regarder des vieux récifs, des nouveaux récifs, des formes de récifs différentes. Et qu'est-ce que finalement ça avait apporté. Et voilà, quelles sont un petit peu les conclusions qu'on a tirées là-dessus. Il y a eu des nouveaux types de récifs qui ont été immergés. En bas, vous avez en bas là-bas sur la photo, qui ont été faits notamment avec des systèmes de sable coquillé, qui avaient été pensés par Sylvain Pioche et immergés par une entreprise qui s'appelle Aegis, qui s'appelle toujours Aegis d'ailleurs, sur ce site-là. Alors, sur ces récifs, on a pu faire pas mal de suivi scientifique, et ça c'était intéressant, parce qu'il y en avait qui avaient été faits avant nous d'ailleurs, et après nous. Qu'on a pu faire après, et donc on a pu faire des enquêtes, il y a eu des pêches expérimentales qui ont été faites, il y a eu des plongées qui ont été faites, et des paramètres physiques qui ont pu voir un petit peu l'enfouissement, la cassure, l'état physique de ces modules. Et donc ça c'était intéressant, c'est parce qu'on a aussi harmonisé ces suivis avec d'autres sites au niveau régional, où il y a eu des récifs artificiels, comme à Leucate Barcarès ou à Valras. Et donc ça c'était un petit peu, on fait partie des sites un petit peu historiques où on a un suivi un peu continu de ces récifs artificiels, parce que des fois on met les récifs artificiels et puis on en oublie un petit peu leur existence, et du moins on les suit pas ou peu. Et en tout cas sur ce site-là, on a pu les suivre, et notamment on a pu les suivre on les a resuivis à partir de 2017, où on a mis en place une zone de protection forte, où quelques récifs étaient dedans. Et là, c'était intéressant de regarder finalement, quand on reprotégeait ces récifs artificiels, quels en étaient les résultats sur l'efficacité de ces récifs. Voilà. Alors, quelques résultats très rapides, mais on pourra en discuter après. Alors, je sais qu'il y a un atelier qui va faire parler de cette thématique-là, mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est une synergie entre les acteurs. On le voit aussi ici, on est tous ensemble, acteurs de la pêche, élus, scientifiques, riverains, plongeurs. Donc ça permet de faire discuter en tout cas, et d'animer quelques synergies autour du milieu marin, alors avec du pour, avec du contre, mais en tout cas ça permet de penser à ces territoires entre acteurs locaux. La mise en protection, quand je vous dis, quand on met des récifs finalement en protection, quand on les protège, ça augmente la productivité, tout simplement parce que, comme l'a dit Sylvain, quand c'est des petits modules qui sont un petit peu éparses comme ça, qu'il y a une pression de pêche qui est importante dessus, finalement l'efficacité du récif est moindre. Mais par contre, quand on la gère, et notamment quand on protège les récifs artificiels, on a une augmentation du gain de l'efficacité de productivité de ces récifs. Et ensuite, un facteur qui est hyper important, finalement, on s'est aperçu que on avait la chance d'avoir différents types de modules, mais on avait la chance aussi d'avoir les mêmes modules qui avaient été immergés dans différents secteurs. Vous avez vu, je vous ai montré sur la carte, il y avait plein de grands zonages, et on a des récifs, les mêmes, qui avaient été immergés en fonction des années et en fonction des zones à différents endroits. Et on s'est aperçu que finalement, c'était la localisation géographique du récif qui était importante. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on va le mettre. Et c'était plus important même que spécifiquement le type de récif. Et ça c'est un résultat hyper intéressant, parce que finalement on peut se dire, si je mets un récif artificiel, je le mets n'importe où. Ouais, alors il faut qu'il ait un design qui soit un peu sympa, mais finalement si ce même design je le mets d'un côté ou de l'autre d'une baie ou ailleurs, je sais que ça va marcher. Pas toujours en fait. Et ça c'est important de se poser la question de où on doit poser les récifs artificiels. Et dans le cadre de travaux qu'on a menés à une échelle un petit peu plus grande, qui était dans un programme en 2020, où on a fait un inventaire de toutes les concessions de récifs artificiels dans le golfe du Lion. Et là, on s'est intéressé plutôt à la colonisation, donc aux invertébrés. Donc on a pris les grands invertébrés, les grands phyla qu'on connaît, que sont les bryozoaires, les gorgones, les ascidies et les vers. On a fait un inventaire de tous ces récifs dans tout le golfe du Lion. Et finalement, les résultats de cette étude, où on a regardé comment les récifs étaient colonisés, et est-ce que la colonisation était homogène finalement? Est-ce que les récifs, parce qu'on avait la chance encore aussi dans le golfe du Lion d'avoir le même type de récif, notamment ces buses qui avaient été immergées un petit peu partout,
Et donc on a pu regarder finalement ces buses-là, est-ce qu'à l'est du golfe du Lion, à l'ouest du golfe du Lion, elles étaient colonisées de la même manière? Est-ce qu'on y retrouvait les mêmes espèces? Est-ce que les vieux récifs, c'est-à-dire ceux qui avaient été immergés dans les années 90 par rapport à ceux qui avaient été immergés dans les années 2000, est-ce qu'ils étaient plus colonisés? Parce qu'on se dit, plus je laisse mon récif dans l'eau, et puis finalement, plus il va être colonisé, et plus je vais avoir finalement un écosystème un peu complexe qui va se créer autour de ce récif. Et on s'est aperçu que pas spécialement, que c'était ni la profondeur, ni spécialement le design, ni spécialement l'âge du récif qui jouait sur sa colonisation, mais que c'était plutôt les facteurs régionaux, c'est-à-dire plutôt la dispersion. Et Sylvain nous a parlé tout à l'heure de flux larvaires. Donc moi dans ma thèse j'ai traité un petit peu de ces flux larvaires, de la connectivité entre les milieux rocheux et les milieux artificiels, et que finalement l'emplacement du récif artificiel est hyper important parce que si je me trouve dans un endroit où j'ai très peu de flux larvaires, et finalement mon récif il va être très peu colonisé. Par contre, si je me retrouve dans un endroit où je sais que j'ai du recrutement et que j'ai pas mal de larves qui arrivent dans ce secteur, mon récif artificiel, potentiellement, il va être bien meilleur, il va être mieux colonisé. Et si j'ai un récif qui est mieux colonisé, je vais attirer plus de poissons. Si j'attire plus de poissons, j'ai plus d'efficacité sur mon récif artificiel. Et donc un projet d'immersion, c'est important de considérer les habitats naturels à proximité. Donc c'est intéressant de regarder ce qu'il y a aussi sur les habitats naturels à proximité pour comprendre ce qu'on pourrait avoir sur nos récifs artificiels, et que ce n'est pas un système isolé. C'est pas je mets un truc à un endroit donné et il va travailler tout seul. Non, il dépend de ce qu'il y a autour, et aussi de la qualité de l'habitat qu'il y a autour. Parce que si j'ai des habitats qui sont trop dégradés autour, j'aurai peu de flux. Alors que si j'ai des habitats qui sont déjà en bon état de santé, à ce moment-là, je sais que mon récif sera plus performant. Hop là, tac. Encore plus près. Ouais, super. Nous, on a travaillé aussi sur une autre manière de repenser un peu les récifs artificiels avec des usages un peu différents de ce qu'on a vu jusqu'avant, qui était la production, qui sont notamment l'utilisation pour des ouvrages type, là, par exemple, c'était pour du balisage maritime, pour du balisage des 300 mètres, sur les zones de baignade. On a implanté des récifs artificiels qui ont été conçus avec l'entreprise Seaboost, qui ont été faits en impression 3D. Donc là, c'est une nouvelle technologie pour faire des récifs artificiels. On n'utilisait plus du BTP classique, mais on pouvait imaginer et designer des récifs artificiels. Là, l'avantage, c'est que c'était dans des petits fonds, et l'objectif, c'était de créer des nurseries, de créer des zones où les juvéniles de poissons pouvaient venir. Donc c'était beaucoup des petites cavités, et on avait de la connectivité là-dessus. J'accélère ? Ouais, ça marche, pardon. Plus grand. Là, c'était pour la partie plongée sous-marine, où là, à ce moment-là, on avait pensé à des récifs artificiels, mais pour l'activité tourisme, pour l'activité plongée sous-marine, pour délester les sites naturels, donc mettre moins de pression sur le site naturel, pour aller plus sur le site artificiel. Donc ça a été une première. Ça a été immergé il y a 2 ans, donc on peut voir ces super structures, et on pourra en discuter, bien sûr, après. Et pardon, je perds du temps à chaque fois. D'autres types de récifs, ça c'était des récifs qui ont été pensés un petit peu plus pour l'érosion côtière, donc avec un peu de biomimétisme par rapport aux mangroves, et pour limiter l'érosion. Et donc ça c'est un petit schéma qui vous montre que finalement on peut, en fonction de la zone, en fonction de l'endroit où on veut aller, on peut réfléchir à différents types de systèmes, que ce soit du récif artificiel, mais ça dépend des objectifs, et c'est pour ça que c'est important de se fixer les bons objectifs sur ce qu'on veut faire. Et enfin, l'importance d'un récif artificiel, c'est d'associer tout le monde, d'associer les professionnels, et ça peut être des super outils aussi éducatifs et pédagogiques. Donc là, on a, comme ça, devant nos bureaux, on a gardé des petits récifs artificiels, et on a mis des panneaux d'information pour permettre aux enfants de comprendre. Donc c'est un outil ludique aussi, donc il ne faut pas l'oublier, c'est que ça sort de l'eau aussi, on peut les sortir de l'eau et s'en servir aussi pour la connaissance. Et j'ai fini. Voilà, merci.